J'avais une question. Parce que là, forcément, la fin du film est avec la musique de Johnny Joplin. Le film s'est construit autour de cette chanson aussi, d'une certaine manière, non? Euh, euh, le film s'est pas directement construit autour de cette chanson, mais comme tout ce que le film brasse, c'est une matière toujours très intime. C'est la chanson qu'on avait choisie avec mon frère le jour de l'enterrement de ma mère, et je l'écoutais beaucoup en boucle, mais au départ c'était dissocié de l'écriture. Et puis après, il y a eu cette phrase qui m'a tellement marquée quand je l'ai entendue de Cocteau, que Marguerite Yourcenar cite: si votre maison brûlait, qu'est-ce que vous emporteriez avec vous? J'emporterais le feu. Et c'est vrai que ce feu-là a fini par être ce que au milieu de toute cette mélasse de papier, d'histoires, de secrets déterrés, et voilà, je me disais, c'est ce feu-là qu'il faut essayer d'extraire de tout ce bordel, et que j'ai jamais trouvé rien de mieux que Janis Joplin pour incarner à la fin du film. Parce que tu es vraiment parti de cette valise-là avec toutes les photos à l'intérieur, comme dans un puzzle, vraiment. Parce que, Ah oui, non, le ouais, film est vraiment une reconstitution un peu onirique, mais vraiment réelle de mon périple. À la mort de ma mère, j'ai récupéré ces caisses que je voulais pas ouvrir. c'était des caisses entières, hein, il y avait des C'est photos. vraiment les caisses. Non, il n'y a aucune tricherie sur la Ouais. matière physique. J'avais vraiment envie de jouer avec. Il y a quelque chose de monstrueux et de magnifique dans cette matière, et je voulais pas tricher avec ça. Donc tout est. Donc il y avait ces 26 caisses que je voulais pas ouvrir et que j'ai ouvert finalement. J'ai découvert d'abord les photos de ma mère, les planches contact, et puis ensuite sa voix. Et c'est vraiment la voix qui m'a donné envie mais de manière infantile. C'était presque pas conscientisé comme une idée de film. C'était tout d'un coup, j'avais euh, terriblement besoin que ma mère revienne et qu'elle m'explique son geste, ou de donner un corps à cette voix que je trouve que c'était un témoignage documentaire incroyable, et que j'avais envie de prolonger cette émotion-là en faisant basculer cet élan documentaire vers une fiction dont Carole serait l'héroïne de sa propre histoire. À partir de quel moment tu as commencé à avoir eu envie de faire ce film, de raconter cette histoire? De la temporalité, je sais Non. plus vraiment. C'est quelques mois après. Au début, j'étais surtout certaine que j'en ferais rien, Ouais. qu'elle nous débarrassait de quelque chose. Et puis je crois qu'on a tous en commun, quelles que soient nos histoires, il y a une dimension indélébile. C'est pas parce que les gens disparaissent ou que les histoires se taisent qu'elles s'oublient, et qu'il y avait quelque chose à transmettre de tout ça à mes enfants. Et que ça a comme imposé ce travail. Il fallait que je puisse en dire quelque chose à mes enfants, et moi ça m'avait été tellement mal transmis, et j'avais tellement vécu dans ma chair cette soi-disant malédiction. Je trouve que c'est une vision passive des choses. Maintenant j'ai plus envie d'évoquer un conditionnement, mais qu'en tout cas il y avait une lignée de femmes qui racontaient quelque chose qu'il fallait bien que je puisse transmettre à mes enfants, même leur expliquer le pourquoi de la mort de leur grand-mère. Et donc il y a eu ce besoin intime de comprendre. Et puis ce moment de bascule très salvateur, où de mère douloureuse, Carole est passée à personnage fascinant, incroyable, et où l'envie de ce film s'est imposée. Et finalement, ça n'a pas été si long que ça. Ça a été une petite année et où je voulais pas aussi. Au moment où je me suis dit, il y a vraiment un film magnifique à faire, je me sentais piégée. D'abord parce que j'avais trouvé plein de textes d'elle qui sonnaient comme un appel au secours, où elle disait pourquoi toujours cet espoir d'être trouvée même après ma mort, comprise, donc sauvée. Où il y avait un texte qu'elle avait écrit qui avait été beaucoup refusé chez les éditeurs, où elle racontait l'histoire d'une femme qui rêvait qu'un homme écrive le récit de sa vie pour ensuite pouvoir le lire et le comprendre. Et, euh, et comme il y avait ma mère avait écrit sur sa propre mère, la mère de ma mère avait écrit sur sa propre mère, mais que tout ça n'avait rien amélioré vraiment, j'avais l'impression qu'elle me piégeait, qu'elle me condamnait, qu'il fallait surtout pas que je touche à cette idée de faire quoi que ce soit de l'histoire de ma propre mère. Et il m'a fallu tout un temps pour me sentir autorisée à ça, ou pour assumer la nécessité même de ça, et de me dire non, il faut assumer la part monstrueuse et merveilleuse d'un même héritage, et savoir reproduire, mais légèrement
voilà. Mais savoir aussi mettre un point final, mais pas tout rejeter. Et trouver la construction que tu voulais donner à ton film aussi, parce que j'imagine que là, tu es parti sur une construction complètement éclatée. Dès le départ, il te fallait une comédienne déjà, dès le départ, quelqu'un qui puisse porter aussi ce projet-là. Donc ce projet-là, c'était d'aller chercher Marion Cotillard, et tu lui as proposé d'incarner ta mère. Voilà. Oui, mais c'était pas très éclaté en fait, Ouais. c'est-à-dire que fouiller les caisses, c'est ce que j'ai vécu, trouver cette voix, avoir envie qu'une comédienne vienne l'interpréter et imaginer que cette comédienne devienne l'héroïne d'une fiction autour de Carole, ça c'est venu très tôt. Après, il a fallu que je tire un fil cohérent de toute cette matière que je lisais, que je découvrais, très foisonnant. Évidemment, je n'ai pas pu tout mettre, il fallait trouver le fil cohérent de ça. Mais il y a eu un long temps d'écriture même avant que je propose quoi que ce soit à Marion. Elle est arrivée finalement en fin de course d'écriture. Ouais. Je pense que c'est un film très riche, très fort. Et c'est assez paradoxal parce que c'est très intime et en même temps très théâtralisé, avec des décors qui sont bien montrés comme des décors. Et je voulais vous demander si vous aviez, enfin c'est très personnel, si vous aviez fait un travail psychologique avec un psychologue, et dans l'écriture du scénario, comment avez-vous travaillé pour avoir à la fois avoir l'audace de livrer, de parler de sa mère, de sa sexualité, de ses expériences, enfin c'est quand même, c'est pas banal, et puis en même temps avoir une certaine distance et en même temps des sentiments. Enfin, c'est tellement complexe. Donc y a-t-il un travail avec un psychologue et comment avez-vous travaillé le scénario, l'histoire pour trouver cet équilibre entre l'œuvre artistique et la transmission et le travail psychologique aussi par rapport à vos enfants. Voilà. Non, mais merci. Oui, si, avant même de savoir que j'en ferais un film, j'ai vu un psychanalyste qui m'a accompagnée après la mort de ma mère. Et puis il y a ce travail-là qui s'est superposé. Et au moment où il y a eu le besoin, l'évidence d'un film, il y a eu évidemment immédiatement la peur de l'impudeur, la peur même de la dimension trop égocentrée ou nombriliste de ma démarche. Et puis finalement en creusant, en apprenant à mieux connaître la trajectoire de ma famille, je me suis rendu compte à quel point ma grand-mère, ma mère et moi, on venait raconter quelque chose de beaucoup plus vaste, pas seulement d'un microcosme familial, mais que ça racontait quelque chose de plus du conditionnement de la femme, que ma grand-mère racontait quelque chose de l'après-guerre, de la libération, puis avec ma mère, de la révolution sexuelle, de mai 68, du New York Underground, et puis ensuite les années 80, le conformisme, la désillusion des post-68 ards, et que même ma démarche aujourd'hui incarnait la période MeToo. Et ça a été même un point de bascule psychologique fondamental où je me suis dit mais c'est pas une névrose familiale, c'est une névrose collective. Donc cette histoire elle est intéressante à réfléchir. Et tout ce qui venait m'enliser auparavant est venu me passionner ensuite. Parce que je me disais cette ambivalence de ma mère quand elle dit j'ai un chien de ma chienne contre Genet, mais en même temps il a forgé mon intelligence, oui c'est mon ambivalence. Cette ambivalence-là entre le monstre et le génie dont on parle tant en ce moment, il y a quelque chose, il y a un dilemme dans ma famille qui est passionnant à réfléchir à la lumière de tout ce qu'on se dit maintenant. Et la complicité des femmes aussi. Ma grand-mère là-dedans, qui avait une passion folle pour Genet, qui lui aurait tout donné, y compris ma mère. Et à ce moment-là, je me suis dit, okay, d'abord, moi, ça a déplacé ma douleur, ça a pris ma douleur pour en faire un objet de réflexion passionnant, et je me suis sentie autorisée, en fait, de la même manière que les témoignages qui ont jailli pendant ces quelques dernières années m'ont fait du bien. J'étais émue, j'étais d'accord, j'étais pas d'accord, n'importe quoi, mais en tout cas, on le discutait, on le débattait, et on n'était plus seuls. Donc ça m'a vraiment désinhibée complètement. Oui, c'est vrai que moi je me suis aperçu, c'est que à force de discuter avec des gens autour du film
depuis que le film a été présenté à droite et à gauche, des collègues, programmateurs, programmatrices, et tout le monde a ça fait remonter des choses aussi très personnelles à tout le monde, hein, de toute façon, selon les histoires qui sont toutes différentes, hein, de toute manière. Et il y a quelque chose de très universel aussi. Ce que tu expliquais d'ailleurs sur cette transmission là, familiale, là en l'occurrence, c'est ta grand-mère, ta mère et toi. Enfin, il y a quelque chose d'assez incroyable. Et comment le cycle se reproduit d'une manière ou d'une autre et tout ça. Et ça, c'est pour ça que le film il est très universel dans son discours. Enfin, moi je pense. Oui, oui, j'espère de la même manière que je sais que quand Marion a lu, elle est venue parce qu'elle a été touchée par Carole, mais elle est venue aussi chargée de sa propre lignée de femmes. C'est une histoire singulière, mais ce que ça dit de l'injonction à la maternité, de ces images de Madone qui remontent à la nuit des temps, de même cette glorification du viol à travers des iconographies très anciennes, d'hommes qui sont dans des représentations viriles très dominantes, très puissantes, et ces femmes qui ont l'air de prendre terreur et plaisir à se faire assaillir. Ça, c'est des choses que l'art raconte et que notre société porte depuis la nuit des temps, comme la mythologie. Oui, j'avais envie de transposer ma petite histoire familiale, et puis on a eu la chance aussi de trouver le décor qui l'a permis, en étant le plus intemporel et le plus universel possible, de traiter cette histoire comme on aurait traité un épisode de la mythologie. Et d'ailleurs, j'y fais référence parce que pour moi, même dans mon imagerie d'enfant, il y avait quelque chose qui était très relié entre ce qu'on pouvait me raconter de ma grand-mère et des épisodes de la mythologie. C'était épouvantable et c'était incroyablement romanesque. Et c'est aussi cette façon-là qu'on a depuis toujours de raconter l'histoire de la femme, aussi la construction de la femme et de l'homme aussi par ricochet. Merci beaucoup. Alors juste, je voulais dire merci beaucoup pour votre courage. Ça m'a beaucoup touchée, vraiment. Et vraiment de mettre votre vie intime devant vous-même, au début, après devant nous, ça m'a beaucoup touchée. En tant qu'humain et en tant qu'un artiste aussi. Vous êtes très courageuse. Je voulais aussi en fait poser une question par rapport à vos sentiments quand vous avez regardé votre film la première fois en entier, après le montage. C'était quoi votre sentiment? C'était, je veux dire, c'était comme ça la pièce que vous voulez nous montrer, ou c'était quelque chose d'autre dans votre imagination? Voilà, merci. Non, je crois que ça a vraiment été la continuité fidèle de ce qui macérait. Après, évidemment, le choix du décor a donné une couleur au film évidente. Les images d'archives qui ont été travaillées au montage, parce qu'il y a les archives familiales, mais il y a aussi tous les extraits de films et les archives plus générales qu'une documentaliste géniale, Sharon Amou, a cherché pendant notre travail de montage. Donc, sur la forme précise, il a pris une teinte particulière, forcément, mais à la fois c'est un film qui était très écrit, qui n'est pas très loin, la forme finale n'est pas très loin de ce que j'avais imaginé. Après, le film a été riche de tout ce qu'on a... C'était une expérience de tournage incroyable, mais de vie incroyable aussi. Moi, j'étais totalement... j'ai accueilli Marion et j'ai accueilli la résurrection, le temps des 8 jours de tournage avec elle, de ma mère. J'ai voulu vivre cette expérience comme ça. Donc, je dirais pas qu'il y a eu un moment où j'ai pu regarder le film et le découvrir. Je l'ai vécu de l'intérieur. Donc, il n'y a jamais eu ce... Je crois que ce moment de bascule, c'est quand mes filles l'ont vu, en fait. Quand mes filles l'ont découvert, où vraiment je me suis dit, voilà, ça c'est réussi. Pas le film, mais en tout cas d'avoir pris cette histoire, d'avoir pris ce chagrin, cette chose
lourde, pesante, cette histoire familiale, et de l'avoir déplacée à un endroit quel qu'il soit, parce qu'heureusement qu'il ne faut pas forcément faire un film pour se sortir de toutes ces histoires, sinon c'est... J'ai eu de la chance aussi de pouvoir le faire, mais en tout cas, de déplacer cette histoire à un endroit où on peut le regarder, l'entendre, le discuter, le comprendre, et que ça ne pèse plus. Et ça, je me suis dit, waouh, il faut pouvoir le faire. Ça prend du temps, mais il faut pouvoir le faire. Mais c'est à travers le regard de mes enfants, je crois, que j'ai pu mettre un point final, ou comprendre ce que j'avais malgré tout fini par réussir à faire de tout ça, quoi. Oui, justement par rapport au décor qui pèse, on a vraiment le sentiment que vous êtes noyé dans ces photos, dans ces images, dans ces textes, et qu'il y a une espèce d'enfouissement dont il n'est pas possible de sortir, même de respirer quelque part, et que ce rangement, cette structuration de l'histoire, le fait de la coller sur les murs, et qu'il y a quelque chose qui s'apaise au moment où la comédienne arrive, et quelque chose qui s'est déjà posé, qui respire déjà, et qui permet que les choses justement soient à distance sur ce mur-là. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, et que quelque part le véritable travail il s'est fait en amont. Je ne sais pas si on ressent ça. Et puis j'avais une autre question aussi par rapport à la place des hommes et à la représentation des hommes qui sont à la fois prédateurs, mais en même temps finalement des hommes qui n'aiment pas les femmes aussi. Il y a beaucoup de questions d'hommes homosexuels finalement, et je pense notamment au fait aussi que Monique Lange travaillait chez Gallimard, qui publiait Masneff, et au moment où on parlait finalement avec beaucoup de facilité, et voilà, sans avoir du tout le regard qu'on a aujourd'hui. Donc je me suis demandé aussi s'il y avait un lien, et quelle image d'un homme et d'un père peut exister aujourd'hui par rapport à vos enfants notamment. Regarde la façon dont ils sont dans ce film. Alors, sur le décor d'abord. Non, le décor, il y avait vraiment cette envie aussi, en y mettant le plus d'humour possible. Tout est relatif avec ce film, mais quand même. C'est comme une psychanalyse physique. On sort nos tiroirs, on déballe nos caisses, on est submergé, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, et puis on a besoin de tout étaler sur les murs pour mieux comprendre. Au scénario, j'avais écrit le décor en disant c'est un repère de serial killer, et je me disais, j'ai personne à tuer, mais il faut que je comprenne pourquoi elle s'est tuée. Mais il y avait cette idée. Alors, c'est déjà plus organisé, mais c'est un peu étouffant quand même quand elle arrive. Et après, j'avais envie de jouer avec cette idée de décor un peu boîte, où moi je tourne de manière obsessionnelle autour de Carole, et on découvre qu'elle tourne autour d'elle-même, que même si on imagine qu'elle marche dehors, elle marche sur place, qu'on découvre que tous les petits décors reconstitués de ces interviews qu'elle a menées, elle, quand elle écrivait un livre sur sa propre mère, sont en fait dans le même espace dans lequel elle tourne, jusqu'à tourner autour d'elle-même, jusqu'à mourir, quoi. Ça, je voulais vraiment que le décor soit... de jouer avec cette métaphore physique de mon chemin et du chemin de ma mère. Et dans ce décor, à la fois étouffant mais très symbolique, c'était comment faire exister ces hommes qui ont à la fois été très déterminants, omniprésents, mais tous effectivement très défaillants ou très abusifs. Et qu'à la fois je voulais pas juger, je voulais pas... profondément, moi j'aime les hommes, c'est-à-dire que je ressors pas de cette histoire en ayant un mépris ou un dégoût des hommes du tout, et j'avais vraiment envie que le film puisse brasser cette histoire avec le plus de nuances possible. Et ne serait-ce que pour moi et pour mes filles, j'ai deux filles, un fils, de leur laisser la possibilité voilà, d'accueillir. Donc aujourd'hui tout va bien. Disons que j'ai quelqu'un dans ma vie qui est ni abusif ni défaillant, et c'est merveilleux. Et que j'ai l'impression que mes filles commencent à s'épanouir dans une vie où elles rencontrent aussi des hommes formidables. Mais c'est vrai que dans le chantier familial, c'était plus compliqué, quoi. Tu peux nous raconter un petit peu comment Marion Cotillard, justement, s'est emparée un peu du personnage de ta mère?
on en parlait tout à l'heure lorsqu'on était au restaurant. J'ai lu une interview dans laquelle elle disait qu'elle avait un petit peu douté à un moment. D'ailleurs, on voit dans le film, elle se pose des questions. Est-ce qu'elle l'incarne bien? Et je voudrais savoir comment elle est ressortie de ce rôle, parce qu'on ne ressort pas indemne d'un rôle qui est aussi fort que ça. Enfin, je voudrais avoir ton... Elle est... Là, il y a eu une métamorphose intérieure-extérieure. En fait, quand je l'ai rencontrée, je lui ai tout de suite dit que j'avais envie qu'on se voit très peu avant le tournage. Donc on s'est vu 4 fois, le temps évidemment de faire connaissance, que je lui donne des photos, des images de Carole, que je lui remette les audios qu'elle avait besoin de travailler, les textes écrits de ma mère, puisque tout ce qu'elle dit ou qu'elle articule sont soit la voix de ma mère, soit les textes qu'elle avait écrits. Et après, je voulais pas que nos conversations s'épuisent en dehors des temps de présence de caméra. J'avais vraiment la conviction qu'il y avait quelque chose à jouer sur le plateau, de ma position de fille d'eux et de metteuse en scène, et de Marion, comédienne, interprétant Carole, et que je croyais fort. Souvent on se dit, mais pour croire à un personnage, il faut qu'on oublie l'acteur. Et même si j'avais la forte conviction que le film allait pouvoir s'épanouir dans une forme de fiction pleine, et qu'on allait pouvoir s'attacher à Carole, je savais qu'il fallait que le fait d'avoir suivi le chemin de Marion pour y parvenir allait donner une épaisseur particulière à ce personnage, que ça racontait ma démarche de vouloir faire revivre ma mère, et de Marion, grande comédienne qu'elle est, qui vient et qui s'empare de ce personnage ultra difficile, émotionnellement évidemment, mais techniquement aussi. Cette histoire de l'articulation des voix, c'était... Donc elle a travaillé pendant 2 mois toute seule, et donc on a tourné 8 jours, et la séquence où on voit où elle trébuche, c'était le premier jour. Donc quand elle est arrivée, on a fait cette scène qu'on a vraiment vécue avec beaucoup d'intensité toutes les deux. Moi j'étais pétée de trac et elle aussi, mais à nos endroits différents. Et je voulais... Il y a cette idée, moi le cinéma m'a sauvé la vie, ce film m'a sauvé la vie, et Marion qui accepte d'interpréter Carole, elle y participe absolument. Donc il y a une chose de sacrée vraiment, je pense, dans la plupart des films, mais je trouvais particulièrement dans celui-là, de s'emparer de la mère défunte d'une réalisatrice pour la faire revivre devant ses yeux. Et je voulais vraiment qu'on vive ce moment-là. Et elle avait un double trac. D'abord de techniquement pas être à niveau, et franchement elle l'était, et quand elle dit qu'elle doutait, je ne savais plus comment la rassurer. Mais elle avait aussi la peur inverse de se dire, mais si j'y arrive totalement, qu'est-ce que ça va susciter chez toi? Et donc on avait toutes les deux très peur, et puis on a joué cette scène où elle est arrivée, où elle me dit, mais j'ai complètement oublié qu'il fallait que je me déshabille, j'ai pas du tout mis les bons sous-vêtements, c'est complètement dépareillé, j'ai une culotte fuchsia. Je lui ai dit, mais c'est génial la culotte fuchsia. Et que j'avais imaginé avec ma pudeur à moi qu'elle irait se changer devant la glace, et où elle est restée devant moi face à la caméra. Elle s'est imposée en tant qu'actrice. Voilà, t'as voulu que je vienne, je suis là, maintenant assume. Et puis moi j'ai eu ce geste absurde de prendre ses affaires et de les ranger dans les tiroirs comme si elle allait disparaître. Et voilà, et je l'ai vue commencer à se métamorphoser devant moi, mettre le parfum de ma mère, ce qu'elle a fait tous les jours, même si évidemment il n'y a que moi qui le savais, mais mon Dieu, c'était pas possible, c'était bouleversant. Et on a embarqué comme ça dans l'histoire de Carole, on a avancé dans la chronologie. Et ce qui était fou, c'est qu'en 8 jours, il y a eu ce premier où on avait... Même moi, j'avais des doutes, parce qu'il y a quelque chose dans la mâchoire, le placement de la langue. C'est au-delà du travail technique, quelque chose du corps qui n'est pas encore complètement modelé sur le personnage. Et puis c'est venu, et puis sa voix elle-même s'est métamorphosée. Et de jour en jour en jour, et jusqu'aux 2 derniers jours où il y a eu un point de fusion. Alors il y a eu aussi une équipe de maquillage, effets spéciaux qui petit à petit, pendant le film, mais vraiment avec une minutie, une intelligence dingue, on participait avec Marion à glisser vers cette métamorphose totale. Et le dernier jour, on avait enregistré une voix off la veille, le chef opérateur pensait que c'était la voix de ma mère alors que c'était celle de Marion. C'était les deux femmes avaient totalement fusionné. Il y avait quelque chose qui dépassait même quelque chose. Ça devenait plus cartésien du tout. Et ça, c'était incroyable de voir ce chemin-là de l'actrice. La scène où elle m'engueule, comment Marion a su tout d'un coup que ma mère se voûtait ou fermait les poings comme elle le fait, ça lui est venu spontanément. Elle devait se mettre à l'ordinateur, écrire, elle s'est mise à matraquer le clavier comme le faisait ma mère, alors que je n'y en avais jamais parlé, tenir la clope, la poser dans le cendrier, exactement comme le faisait Carole.
C'est-à-dire, il y a eu un moment où tout d'un coup, la chose est venue. C'était incroyable dans toutes les dimensions possibles de l'expérience, incroyable à observer. Ce boulot dingue technique qu'elle a fait, cette peur que la non-perfection de la technique devienne un empêchement d'y parvenir, et ce moment où tout d'un coup les choses infusent, où sa mâchoire, tout son corps, et où le personnage vient, et ça, c'est ça. Je sais que le film est fort aussi, vraiment, tout simplement de son travail à elle, qu'il y a eu mon fantasme impossible à moi de faire revivre ma mère, mais il y a eu son travail et son talent à elle pour y parvenir. Et ça, c'était à vivre toutes les deux. Évidemment qu'on en est ressorti apaisée, chamboulée, heureuse aussi, de se dire, voilà, avec nos moyens du bord, on aura fait ça, et c'était vraiment fou à réfléchir et à partager, vraiment. Et avec vous maintenant aussi. Elle t'a vraiment, elle t'a vraiment tout donné. Moi, j'ai cette sensation qu'elle a vraiment tout donné, quoi. Et tu parlais de cette fameuse séquence d'ouverture du film, où en effet, c'est là qu'on voit, mais vraiment le talent, c'est pas le mot, au-delà de ça, quoi. Enfin, je veux dire, l'investissement d'une artiste, d'une comédienne, et elle a absolument aucune pudeur, alors que bon, c'est une actrice qui est quand même super connue, tout ça, elle te donne tout à ce moment-là, et elle sait qu'elle est là pour quelque chose d'important, en tous les cas, mais elle est énorme, la scène d'ouverture, moi je trouve, la scène où tu lui mets les objets, la perruque, la paire de lunettes sur la table, et qu'à partir de là, il va falloir qu'elle prenne corps de tout ça. Elle le fait, quoi, mais c'est incroyable. Les lentilles. Oui, non, mais je peux pas dire mieux, hein. Oui. Et non, moi, là où je l'ai trouvée vraiment généreuse, c'était presque, alors je voulais que la caméra le filme, mais c'est des choses que j'ai très peu montées, parce que je me disais, wow, c'est pathos quand même, hein. C'est vraiment, tous les jours, chaque jour, oui, parce qu'il a fallu aussi faire le tri au montage. Évidemment, il y avait un débordement d'émotions. J'ai eu des discussions incroyables avec elle, où elle me disait, mais moi j'ai tout lu de ta mère, je l'ai entendu, ça fait 2 mois que je vis avec elle. Elle t'aimait, il y a peut-être une mauvaise façon d'aimer, mais elle t'aimait. Et elle me câlinait, et tous les jours elle se parfumait, et tous les jours elle me faisait des câlins, et tous les jours je pleurais dans ses bras. Et après on en a rigolé, elle m'a dit le premier jour j'ai mis le parfum et tu m'es tombé dans les bras. Je me dis, et tous les jours ça va être comme ça, et tous les jours c'était comme ça. Elle a joué le jeu de ça, c'est-à-dire que c'était... comment faire autrement, c'était débordant, et après ça n'a pas empêché le travail et de tenir le fil de ce film. Mais évidemment que au-delà du rôle, ça a été elle a donné un vrai temps de sa vie, évidemment, parce que ça, en plus, moi je voulais vraiment qu'on se retrouve. Il y a eu ma besogne solitaire avec cette histoire, et je voulais vraiment qu'elle vive aussi sa besogne solitaire de répétition, et qu'on arrive toutes les deux à ce point de rencontre où enfin on n'était plus seuls, comme enfin Carole n'était plus seule. Mais ces 8 jours-là, on les a vécus avec une intensité totale, mais même toute l'équipe. Il y a eu un moment assez joli quand Marion, Carole, donc c'est un texte que j'ai trouvé dans un carnet de ma mère, où finalement elle me donnait les clés aussi de quelque chose, à travers ce que je découvrais en lisant après sa mort, quoi. Et donc je voulais que ce texte, Marion le joue, donc j'ai juste transposé, ma mère avait écrit elle, et donc elle me dit tu, mais c'est vraiment exactement les mots de ma mère. Donc évidemment l'émotion est débordante, et puis Marion à ce moment-là est habitée par quelque chose qui est surnaturel. Enfin, elle est complètement Carole, dans des minuties de mouvements qu'elle ne pouvait pas connaître, voilà. Et tout, la voix, tout, enfin l'intensité de ça, et puis moi je pleure, mais ça s'arrête, toute l'équipe est en train de pleurer, et la chef machinette me dit, en fait c'est pas du tout un tournage, c'est une constellation familiale ce truc. Et donc ça c'était à un moment donné d'un abandon et un mélange, parce qu'on dit souvent qu'il faut se protéger, de savoir mettre...
voilà, on savait toutes les deux que c'était un film sur lequel il fallait pouvoir jouer avec cette absolue non-protection et ce mélange total à la fois de grande rigueur de travail. Mine de rien, le scénario était très écrit et en même temps, on savait que les émotions allaient totalement nous déborder, quoi. Et qu'il fallait, et ça, c'est une vraie générosité d'accepter ça. Merci beaucoup, Mona. Merci. Oui, merci pour ce film très, très intéressant. 2-3 questions. De quand date le décès de votre mère? J'ai pas l'impression de l'avoir vu dans le film. C'est 2016, un an avant MeToo, en fait. C'est le 1er mars 2016. 2016. Donc il y a 7 ans qui s'écoulent entre aujourd'hui et de ce travail que vous avez fait, en fait. Ouais. Mais l'idée du film, il est né quand par rapport à Une petite, je dirais 6 mois, 1 an. J'ai du mal à le... Ouais, 6 mois, 1 an. D'accord. 6 mois. Et vos enfants, quel âge? 22, 17 et 9. Celui de 9 n'a rien vu. C'est des choses, mais vraiment peu. Et les 2 filles, mes 2 filles, ouais, l'ont vu. Ok, merci. Là, justement, je gardais la question. Quelle a été la réaction de vos filles? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça a vraiment déplacé complètement tout ce chantier intérieur. Ça l'a déplacé. Elles sont passées d'une angoisse un peu sourde. Il n'y avait aucun non-dit. Si elles posaient des questions, j'y répondais, mais c'était voilà, c'était ténébreux. Et puis tout d'un coup, c'est devenu un objet qu'elles pouvaient regarder avec fierté. Non, c'est devenu paradoxalement quelque chose de presque pas joyeux, mais d'apaisé. En tout cas, elles étaient fières. Elle ? Libérateur. Oui, ouais. Où elle pouvait s'approprier cette histoire, voilà. Oui. Il y a dans le film, on voit le geste de l'écriture aussi qui est très important. J'ai été très sensibilisée par ce geste de l'écriture. Et la grand-mère a écrit sur sa propre mère, votre mère a écrit sur sa mère, et vous êtes aussi passé par l'acte d'écrire. Et quel a été votre sentiment à vous? Parce qu'à un moment, on voit dans le film, votre mère écrit que c'est l'écriture ou la mort, et à un moment, elle n'est pas reconnue. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça? Ce que je disais tout à l'heure, au début, j'ai eu presque un élan de rejet. J'avais l'impression que j'étais condamnée à revivre la même expérience qu'elle. Et il y avait quelque chose de mortifère aussi dans cette démarche. Il y avait comme une tradition où on souffre, on écrit qu'on souffre, et puis un jour on meurt, quoi. Et puis toutes ces caisses avaient été comme préparées pour que j'ai la matière à réfléchir et à me mettre à mon tour à écrire. Cette décision d'en faire quelque chose, c'était comme quelque chose malgré moi, mais il m'a fallu peut-être un peu plus longtemps pour me dire que j'étais pas en train de me détruire à nouveau. Et que ça pouvait. D'ailleurs, on entend mon père au départ qui me dit qu'est-ce que tu veux que je te dise que je t'ai pas déjà dit, je voudrais que tu passes à autre chose. Et que je comprends ce qu'il dit à ce moment-là. Je comprends son avertissement, mais il y avait quelque chose qui était plus fort, où je me disais non, elles l'ont fait. Puis même, j'avais envie de me lancer dans cette réflexion même sur le processus créatif. Qu'est-ce qui fait que ce processus-là échoue ou parfois aboutit? Comment faire du beau avec tout ce lait? Ce qu'elles avaient tenté elles aussi. Et c'était aussi une manière de ne pas me... Je pense pas qu'on puisse renier nos origines du tout. C'est en nous, c'est cette mémoire cellulaire, c'est notre histoire. On ne peut pas rejeter nos origines. Et si ça pèse, eh ben peut-être il faut à un moment donné le courage de s'en emparer, d'en faire quelque chose, quoi que ce soit, mais d'en faire quelque chose. Et tu les as retrouvées où, toutes ces balles? Dans la cave. Dans la cave, elles Non, étaient... il n'y avait pas de mystère. Hein, Il y avait pas de mystère. là, Elles étaient vraiment dans la cave. Non, il y avait zéro mystère. Ça pesait aussi lourd que les... En effet, balance, que c'est tabou, que c'est non-dit, que c'est silence, quoi. Et que l'incompréhension de son geste, mais au fond de la cave, ces 26 caisses
voilà, cette montagne. On voit dans le film que vous avez déjà pas mal de notions, de bouts d'histoire de votre mère et de votre grand-mère. À quel point vous avez découvert des passages de leur histoire, des bouts de leur vie à la lecture de tous ces documents? Ça, c'est quelque chose que j'aurais presque voulu mieux archiver, presque. Parce que je pense que c'est notre rapport à tous, au tabou ou au secret. En fait, on sait, mais on ne sait pas. Je savais l'enfance délinquante, j'avais vaguement entendu l'idée de la prostitution. Elle avait écrit aussi ce livre, en fait, quand même, qui n'avait pas été entendu comme il aurait dû l'être, parce que c'était en 2011, mais où elle racontait ce que dit le film. Mais moi, je n'avais pas voulu le lire, parce que tout ça pesait déjà beaucoup trop lourd sur moi. Je savais sans savoir, j'avais mal compris, mais ce que je comprenais pas, c'est pourquoi on me parlait autant de Genet comme un mec génial, pourquoi en même temps on m'en parlait comme d'un monstre, pourquoi il y avait le portrait de ce mec dans le salon de ma grand-mère, pourquoi ce que j'avais pas du tout imaginé, compris, soupçonné, c'était l'implication de ma grand-mère là-dedans. Et en fait, je crois que tant que les choses ne sont pas dites vraiment, ou écrites, ou comprises, ou digérées, en fait, elles n'existent pas. C'était dit sans être dit, c'est juste ça. Je voyais qu'elle souffrait de quelque chose dont j'avais pas complètement les clés. Et d'autant qu'on me disait que toutes ces souffrances avaient eu lieu avec des gens à côté de qui je continuais de vivre, de partir en vacances, avec qui il m'est arrivé des déboires voisins, et où je voyais que malgré ce que j'avais vécu, ça ne suffisait toujours pas à rompre ces mêmes liens. Donc on finit par ne plus savoir qu'est-ce qui est bien ou mal, qu'est-ce qui est normal ou pas. Et peut-être qu'il a fallu, oui, ça je me suis dit, il a vraiment fallu que ma mère se pende pour que je me dise que tout ça n'était pas normal. Mais que tant qu'on pense que c'est normal, on le digère comme n'importe quelle autre info de la vie quotidienne. Et puis comme c'est pas forcément ce qui est le mieux verbalisé, ça finit par se dissoudre. Et je crois qu'il y a peu de... Enfin, il y a des vrais secrets de famille, et puis il y a des secrets qui sont en fait des choses qu'on sait sans jamais le dire. C'était plus de cet ordre-là. Et quelle est la part d'implication de votre frère, puisque vous dites que vous avez un frère, dans la découverte de tous ces secrets de famille, justement? Pas. Lui, on a deux chemins totalement différents. Alors évidemment, il m'a donné l'autorisation de mettre les photos qu'il y a de lui dans le film. Je ne l'aurais pas fait contre... Mais lui, il a un chemin totalement inverse. Lui, il n'a pas eu envie de mettre les mains dedans. Donc je le respecte complètement. Et je me suis sentie à l'aise, enfin autorisée à faire ce film aussi parce que je voulais vraiment explorer cette lignée de femmes et que d'une certaine façon, ça le mettait de côté sans le nier, mais sans l'impliquer dans un chemin de travail intérieur que lui n'a pas du tout pas eu envie d'entreprendre, quoi. Chacun son chemin, quoi. Bonsoir, merci pour votre film. Vous avez évalué ce que votre film vous a fait économiser en séance d'analyse? C'est vrai que c'est assez conséquent. Mais mon psy est remercié au générique du film. Merci beaucoup pour ce film absolument bouleversant à plein de niveaux. Et puis pour toutes les couches qu'on a dans le film, à la fois sur votre histoire familiale, vous nous montrez aussi comment on fait du cinéma, comment on rentre dans un personnage. C'est vraiment magnifique. La remarque que je me faisais, c'est vous faites aujourd'hui ce film après MeToo, à la période d'aujourd'hui, où c'est vrai que ces histoires-là sont très présentes dans la société, en tout cas enfin entendues. Et je me demande si la façon dont votre possibilité de faire ce film magnifique n'est pas liée finalement à la possibilité de la société d'entendre votre parole, et l'impossibilité de votre mère d'écrire ce livre était peut-être aussi liée à l'impossibilité de la société de l'époque d'entendre en fait ce qu'elle avait à dire.
complètement. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'elle l'a écrit, ce livre. Et qu'il a été lu, il y a eu des critiques, parfois bonnes, et personne n'a relevé la dimension abusive de cette relation. Il y a une critique dans Le Monde où le critique a salué la relation privilégiée, magnifique entre cette petite fille et ce grand écrivain, avec ce qu'elle y racontait. Et ça, c'est... Ouais, moi je sais que c'est un pincement de me dire, mais... parce qu'elle le dit, Carole, elle le dit dans le film, elle l'a dit de mille autres manières dans tout ce que j'ai pu lire ou entendre d'elle. Je voudrais que mon histoire rentre dans une histoire collective. Elle était dans un état de solitude totale. Elle n'arrivait pas à faire rentrer son histoire dans une histoire collective. Et elle a eu beau l'écrire, elle n'a pas été lue comme telle. On a su voir que le privilège de ce lien, qui était réel aussi, et qu'elle assume totalement. Mais la société n'était pas encore prête à entendre que derrière le privilège de ce lien, il y avait aussi un abus terrible. Et évidemment que l'époque rend ce film possible. Et donc je suis à la fois émue, je sais pas ce qu'elle perçoit de ça, et ce que ça apaise pour elle, j'espère. En tout cas, j'ai l'impression de... Peut-être que Marion, qu'on lui permet aujourd'hui d'accéder à une forme de reconnaissance qu'elle n'aura pas vécue de son vivant, ça c'est sûr. Vraiment. Ça change tout. Bonsoir. C'était juste pour vous dire que c'est très gênant et perturbant en tant qu'homme un peu à chaque fois de voir qu'on s'en prend plein la tronche et que Genet est un génie. Alors en même temps, il y a les qualités littéraires et intellectuelles, et nous, en tant qu'hommes, alors je parle pour moi bien sûr, on se sent très seul et très perturbé et très très mal à l'aise. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de femmes avant vous qui se sont senties perturbées, seules et mal à l'aise. Et je crois vraiment, alors, parce que j'aurais voulu qu'un film comme celui-là vous permette de penser qu'on pouvait raconter ces histoires sans être misandre, comme on dit. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime les hommes, et je les embarque pas tous dans cette histoire. Ils ont tous leur ambivalence. Aucun n'est pointé du doigt sans nuance. Mon père est là aussi pour dire à sa façon ce que vous êtes en train de dire. J'ai pas su trouver ma place. On parle de Genet, on parle de machin. Et moi, pourtant, j'ai passé 33 ans avec elle, j'ai pas su trouver ma place. Et il évoque son impuissance. Et moi, quand je lui donne la parole dans le film comme telle, c'est aussi faire exister des paroles comme la vôtre, d'hommes qui disent qu'ils ne trouvent plus leur place dans ce débat où on a l'impression d'opposer des victimes et des bourreaux. Je pense que vraiment, j'espère, je crois, que ce film raconte à quel point cette histoire m'a aussi passionnée, pas seulement parce que c'était la mienne, mais aussi parce qu'elle est pleine de nuances et qu'elle ne vous embarque pas avec les hommes dont je parle dans le film, vraiment. Oui, bonsoir, merci pour ce film, je suis là, très émouvant. Je voulais répondre à ces hommes qui se sentent un peu seuls. Je suis un peu en colère quand j'entends ça, parce qu'il y a tellement de jeunes, aussi bien des jeunes femmes que des jeunes enfants, des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont été tellement bousillés sans s'en rendre compte à l'époque où ça leur arrivait, en trouvant ça... Moi, je ramène ça un petit peu à l'histoire de Vanessa Springora aussi. Enfin bon, Matzneff, Genet, ok, c'était des très grands écrivains, hein, mais n'empêche qu'à l'époque, c'était très bien porté. C'était l'époque post-68 Ardes, etc. Et ils étaient tous reconnus comme grands écrivains, mais simplement comme grands écrivains et pas comme pédophiles. Évidemment, il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même sac. Et je vais arrêter là parce que c'est tout à fait ce que vous venez de dire, évidemment, mais que certains hommes se soient sentis seuls après, ben, je pense que tant mieux, on est bien content. Merci pour ce film. Merci beaucoup pour ce film déjà, qui je trouve encore important
malgré le fait qu'on ait eu MeToo et que ça fasse déjà quelques années qu'on en parle, c'est toujours important d'avoir des témoignages. Et pour le courage que ça a demandé, parce que je pense que ça ne devait pas forcément être facile de ressortir tout ça. Et puis aussi, bravo quand même à Marion Cotillard, parce que c'est quand même très très impressionnant ce qu'elle a fait. Et moi j'avais une petite question un petit peu plus en dehors, mais pourquoi, alors quand est-ce que ça vous est venu l'idée de ce titre, et pourquoi ce titre pour le film? Il y avait cette idée du feu de Janis Joplin et cette chanson qui nous avait marqué le jour de son enterrement. Et puis je voulais qu'il y ait cette ouverture à la fin. Et puis les paroles, c'est le blues de la petite fille. J'ai pas trouvé de plus jolie image que cette image de la petite fille triste qui est à la fois ma grand-mère et ma mère et moi, et qui raconte ce moment où la vie se fige à un endroit du traumatisme, souvent dans l'enfance, et que ce soit une femme comme Janis Joplin avec tout ce qu'elle a de flamboyant et de suicidaire aussi. Enfin, tout était... c'est rock, c'est punk, c'est... Voilà. Et c'est resté. Même si c'est un titre anglais, il n'y a jamais eu une autre idée qui est venue détrôner celle-là. Bonsoir. Je voulais saluer votre courage, mais ça a déjà été dit. Je voulais simplement vous dire que j'ai beaucoup aimé la dernière image du film, où je vous ai trouvée très maternante. Quand vous venez mettre ce chandail sur les épaules de votre mère, voilà, ça dit tout aussi, oui, de l'amour que vous avez pour elle, de l'amour qu'elle avait pour vous, de toute façon. Voilà, j'ai trouvé ça très touchant et voilà. Merci. Bravo. Mais oui, j'avais envie de cette image un peu puérile, un peu naïve à la fin, de réconciliation, de lui mettre mon chandail sur les épaules, de laisser quand même les fesses dépasser, parce qu'il ne faut pas être trop. Oui. Il y a beaucoup d'impudeur quelque part. Oui. Et finalement, avec ce chandail, oui. on peut découvrir aussi oui. Toute cette impudeur. Oui. Et j'ai essayé d'équilibrer. C'est venu très tard, ce fait que moi-même, il y a eu une image brève, mais elle est là quand même de moi nue, enceinte. Où je me suis dit, je peux pas l'avoir mis à poil comme ça et pas... Et voilà, c'était de bonne guerre. Mais ouais, je crois qu'à la fin, j'avais vraiment, c'est venu très tôt. À vrai dire, pour vous raconter l'anecdote, cette image du bord de mer, elle est venue parce que dans la vraie vie, Juan et Jeunet, donc Jeunet est mort bien avant Juan, et Juan a décidé d'être enterré à côté de Jeunet au Maroc, au bord de la mer. Ma mère et ma grand-mère sont enterrées toutes les deux dans la même tombe au cimetière de Montparnasse. Juan est mort après ma grand-mère. Après ma mère, pardon. Donc Juan est mort après ma mère en 2017-18, je sais plus, bref. Mais quand j'ai su qu'il avait choisi de se faire enterrer à côté de Jeunet, je me suis dit, c'est pas possible. Là, vraiment. Et donc j'avais imaginé tout un chemin qui finissait au bord de la mer. Voilà, on passait par les tombes et qui finissait au bord de la mer. Et puis finalement, je me suis dit, je veux vraiment pas finir sur eux. Et puis voilà, pas de règlement de compte, encore une fois. Ça va. Le film ne le raconte pas, ça. Mais est restée la mer. Et nous deux, voilà. La mer et la mer et la mer. Et le bleu de l'eau, Little Girl Blue, et on y va. Une dernière question. La dernière. Oui, alors c'était c'est une question plus technique par rapport au financement du film. Est-ce que ça a été compliqué de financer votre projet, votre film, par rapport aux autres films que vous avez réalisés? Moi, c'est des films qui s'inscrivent dans des registres tellement différents. C'est la première fois que je fais un film aussi intimiste, donc c'est de loin le plus fauché de tous les films que j'ai faits. Non, il a été compliqué à financer. Il y a eu des partenaires. J'en profite pour remercier Eva, J'étais pas seule dans le Tandem bus. Film. Eva de chez Tandem et le CNC via l'avance sur recette et Tandem ont vraiment été les premiers à croire au film. Vraiment, ils ont été fondamentaux. Et après, non, ça a pris un bon petit 3 ans, ce qui est quand même assez long. Où la plupart des refus étaient mobilisés par l'idée que, bon, c'est vrai que c'est très impudique.
et que ça va jamais marcher, cette comédienne qui ressuscite cette femme. Ça a aidé Voilà, Le fait que ce soit Marion Cotillard, ça t'a aidé ou... Non, c'est-à-dire qu'il y avait un... C'est compliqué parfois de financer des films qui ne résonnent pas avec quelque chose de déjà existant. Et comme il y avait cette forme hybride entre documentaire et fiction, de réincarnation, etc., il y avait peut-être quelque chose d'un peu déroutant. Et ouais, les productrices... la productrice a été géniale parce qu'elle n'a pas lâché, mais non, ça n'a pas été si simple. Et c'est un film qui a vraiment... Alors bon, je sais pas pour ceux qui ont une idée, enfin voilà, ça a coûté moins d'1 million, 900 000 euros, ce qui est vraiment pour un film pas cher du tout. Non, c'est pas cher du tout. Et on a tourné en 16 jours. Marion, 8 jours. Voilà, non, c'était une économie très 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 réduite. Il y a tout le travail d'archives aussi qui est énorme, de montage et qui est impressionnant dans le film. Non, non, bravo. c'était compliqué. Quelle fierté d'avoir réussi parce que mais non, mais merci non, mais ça nous fait vachement plaisir avec Hervé. Et puis, on est vachement contents qu'on voulait vraiment que tu viennes.